Bonsoir à tous, l'heure d'une nouvelle semaine d'information locale sur TV 78. Bienvenue dans cette édition du 7-8 journal. Tout de suite, les titres de ce lundi 29 janvier. Un pic de crue comparable, voire supérieur sur certains secteurs par rapport à juin 2016. Les inondations continuent de toucher les Yvelines. La montée des eaux va se poursuivre jusqu'à mercredi sur le secteur des Boucles de Seine. Dans ce journal, on fait le point sur les interventions des pompiers dans le département. La députée porte-parole du gouvernement Aurore Bergé présentait ses vœux la semaine dernière à Rambouillet, cérémonie en présence de François de Rugy. Le président de l'Assemblée nationale a pu évoquer avec les élus la prochaine réforme constitutionnelle. Les détails à suivre. Enfin, c'est chaque mois dans le 7-8 journal, le dossier de la rédaction. Cette semaine, nous mettons en lumière la culture urbaine dans les Yvelines. Et on débute ce soir en musique avec l'Afri-Pop, un style développé depuis 2001 par l'artiste de trap Abou. À suivre dans ce 7-8 journal, une interview du lieutenant-colonel Petit-Jean. Il est chef du groupement opération au SDIS 78, les pompiers des Yvelines. On parlera bien sûr avec lui des inondations et des différentes interventions qu'ont pu faire les pompiers ce week-end dans le département. Une conséquence indirecte de ces inondations, elle concerne les transports. Là, le trafic de la ligne du RER-C est stoppé sur 7 stations à Paris. Et ça, c'est jusqu'au lundi 5 février minimum, tout comme pour 3 gares du département, Versailles-Chantier, Saint-Cyr et Saint-Quentin en Yvelines, à cause de l'inondation qui concerne la station Javel à Paris. Je vous propose dorénavant de lire cette phrase. Les 8 prochaines années vont être difficiles pour nos clients. D'ici 2025, il y a 22 autres gares du Grand Paris Express interconnectées avec le réseau SNCF prévu. C'est une déclaration d'Alain Krakowicz, interrogé par nos confrères du Parisien. Le directeur général de Transilien le reconnaît. La circulation des trains sera encore plus fortement perturbée dans les prochaines années en Ile-de-France. De nombreux chantiers de rénovation ou de création de réseaux dans le cadre du Grand Paris Express vont se tenir dans un laps de temps très serré. Des lignes seront notamment coupées pendant plusieurs jours. Pour pallier ces difficultés, la SNCF compte sur un renfort de l'offre de transport et des services de bus de substitution. Le mouvement est devenu l'an passé la première force politique législative dans les Yvelines. La République en marche 78 présentait ses vœux samedi à ses militants. Cérémonie qui se tenait à Villennes-sur-Seine en présence de plusieurs députés, notamment Nadia Hay, Jean-Noël Barrot, Didier Bécher ou encore Florence Grandjus. Aurore Bergé, elle organisait sa cérémonie des vœux. C'était jeudi dernier à Rambouillet. La députée et porte-parole du gouvernement a convié les chefs d'entreprise, représentants d'associations et élus de sa 10e circonscription. Et le président de l'Assemblée nationale a fait le déplacement pour parler notamment de la réforme constitutionnelle. Les détails avec ce sujet de Nicolas Landry. Une veste rouge. Une veste rouge pour un invité de marque. La députée Aurore Bergé a convié à ses vœux le président de l'Assemblée nationale François de Rugy. Une cérémonie sous le signe de la collaboration entre la députée et les élus locaux. Sur 51 communes ce soir, toutes les communes étaient représentées par l'intermédiaire de leurs élus locaux. Il y avait plus de 30 maires ce soir. Ce qui veut dire quand même qu'on a réussi à créer un lien sur ce territoire. Un bloc communal venu avec des revendications sur la baisse des dotations de l'État. Et cet argent, finalement, qui est prélevé sur mes comptes de fonctionnement, je ne peux même pas l'investir pour les nouveaux habitants. Le maire de Maurepas, Grégory Garestier, a échangé avec le président de l'Assemblée nationale, notamment sur la prochaine réforme de la Constitution, une réforme sur laquelle l'élu sera vigilant. Les collectivités, les intercommunalités, les communes, les départements et les régions ont été mises à mal ces dernières années avec une baisse de financement drastique qui entache depuis très longtemps maintenant la libre administration des collectivités. François de Rugy a profité de la tribune pour présenter sa vision de la réforme constitutionnelle. La réforme de la Constitution, c'est en effet l'occasion de donner plus de liberté aux collectivités locales. Si on veut que les collectivités locales soient plus efficaces, fassent des économies, disons-le, eh bien il faut leur donner davantage de liberté et d'autonomie dans leur gestion, notamment dans leur gestion du personnel. Et puis il faut aussi être capable d'innover. On n'est pas obligé d'administrer la France de la même façon quand on est en milieu rural, en montagne, dans une zone touristique ou dans une grande ville. Cette réforme voulue par le président de la République devrait être présentée au printemps. 2 options sont possibles pour l'adopter, le vote à la majorité des 3/5 des parlementaires réunis en congrès ou un référendum.
Et je vous le disais en début d'édition, on parle des inondations dans ce journal avec mon invité. Il m'a rejoint au plateau, c'est le lieutenant-colonel Petitjean. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le chef du groupement opération au SDIS 78, les pompiers donc, des Yvelines. Merci d'être avec nous dans ce journal et surtout, on l'imagine, avec cet emploi du temps très chargé en ce moment. Alors, les Yvelines qui sont toujours placées en vigilance orange inondation. Dans un tel événement, lieutenant-colonel, comment s'organise le travail des pompiers, notamment en lien avec la préfecture et les différentes mairies des Yvelines ? Alors, le travail des sapeurs-pompiers des Yvelines, en fait, aujourd'hui, est dans la reconnaissance notamment des zones inondées, puisque nous sommes toujours dans une phase de montée des eaux. Une reconnaissance pour déterminer l'accessibilité, notamment aux zones inondées, pour assurer toujours nos secours avec efficacité, mais également d'assister la population dans des mises en sécurité, sécuriser aussi, on va dire, toutes les structures communales qui participent à la mise en sécurité des différentes installations et des habitants en zone inondée. D'accord. Voilà essentiellement en quoi consiste le travail des sapeurs-pompiers, surtout dans cette période de montée des eaux. Alors du côté de la préfecture, il y a ce qu'on appelle un centre opérationnel départemental qui est mis en place. Est-ce que les pompiers des Yvelines y participent ou de votre côté, vous avez également un centre opérationnel ? Alors tout à fait, dans le cadre de l'organisation de cette opération et cet événement climatique, le centre opérationnel départemental est activé sous la direction du préfet. Dans ce centre opérationnel départemental, on y retrouve l'intégralité de tous les services concernés. D'accord. Et notamment, on y retrouve les sapeurs-pompiers. Les sapeurs-pompiers ont leur pendant, à savoir qu'actuellement, nous avons un poste de commandement départemental activé au centre opérationnel à Versailles, qui coordonne l'action de 2 postes de commandement de zone, on va dire de secteur, un sur Magnanville et l'autre sur Saint-Germain-en-Laye. Très bien. Et qui eux-mêmes coordonnent l'action de 17 centres d'incendie et de secours, notamment ceux du bassin de la Seine, qui actuellement sont activés, armés en nombre, puisque nous avons aujourd'hui 450 sapeurs-pompiers sur l'ensemble du département qui œuvrent au quotidien. Et de là, nous avons en moyenne 80 sapeurs-pompiers engagés par jour. Alors vous en avez dit 2 mots, la crue n'est pas terminée, cet épisode n'est pas terminé dans les Yvelines. Le pic était attendu aujourd'hui sur le secteur Seine-Paris, mercredi pour le secteur Boucle de Seine, donc après Conflans-Sainte-Honorine. Quel bilan vous tirez sur ces derniers jours dans les Yvelines, notamment ce week-end et cette journée de lundi? Quel bilan en termes d'intervention vous tirez sur le département des Yvelines? Alors le bilan de nos interventions, donc, puisque nous sommes en état d'alerte depuis le 22 janvier dernier, nous sommes intervenus à plus de 200 reprises pour mener des actions de mise en sécurité, d'assistance, d'évacuation, mais également de reconnaissance, comme je le disais au préalable. 200 interventions dans la phase de montée des eaux, ça semble peu, mais ça représente un nombre d'heures conséquent sur le terrain, de manière en partenariat avec les autres services, il faut bien le souligner, c'est une action interservice de gérer ces inondations dans un domaine de la gestion de crise qu'on appelle. C'est important. Après, il y aura effectivement la montée des eaux, il y aura la décrue, où nous passerons dans une autre phase opérationnelle, à savoir notamment dans la protection des biens et certainement dans des opérations de pompage spécifiques, notamment dans les établissements d'IA en jeu. En termes de montée des eaux, on l'a dit dans les titres, la crue est similaire, voire même supérieure au niveau de juin 2016. Du côté des interventions des pompiers, est-ce qu'on est sur le même ordre? Est-ce que c'est comparable finalement à ce que vous avez pu faire comme intervention il y a 2 ans? Alors, la crue de juin 2016 a été différente de celle d'aujourd'hui. On est vraiment dans une crue hivernale avec une cinétique relativement lente par rapport à 2016. Qui va s'inscrire d'ailleurs dans le temps, à la différence de 2016, qui a été une montée des eaux assez soudaine et avec une décrue aussi rapide par le fait que nous étions en sortie de printemps. Là, en l'occurrence, ça va durer plus longtemps, une cinétique beaucoup plus lente, ce qui veut dire que nous mettons les moyens, nous pouvons nous adapter beaucoup plus facilement qu'à une montée rapide des eaux. Quoi qu'il en soit, les sapeurs-pompiers des Yvelines, en fait, sont malgré tout aguerris, en ont l'expérience, puisque les inondations... Même si depuis 15 ans, il n'y en avait pas eu réellement, nous étions déjà dans la culture du sapeur-pompier des Yvelines aguerris aux inondations. Une dernière chose, lieutenant-colonel, on l'a dit, donc la montée des eaux qui se poursuit, pic de crue aujourd'hui sur le secteur Seine-Paris, qui va se poursuivre, donc ce pic de crue sur le secteur Boucle de Seine d'ici mercredi. Donc des personnes qui vont être confrontées ou qui sont déjà confrontées à ces situations d'inondation, quels conseils vous pouvez leur donner pour être en toute sécurité, ne pas prendre de risques face à ces inondations? Alors de bien prendre en compte les consignes de sécurité de leur commune, en tout cas de leur maire, puisque chaque maire
Il y a 57 communes qui sont concernées par les inondations. Beaucoup de communes ont déclenché ce qu'on appelle leur plan communal de sauvegarde. Il y en a 27 sur le département des Yvelines. Avec derrière des consignes bien précises, notamment de comportements à adopter, notamment sur les crues, pendant les crues. En tant que sapeur-pompier, j'invite forcément tous les sinistrés, quelque part, ou en tout cas tous les gens évoluant dans ces zones de crues, à être très vigilants, notamment lorsqu'ils évoluent en zone inondée, parce qu'il y a des risques. Il y a des risques importants, notamment par le biais du courant que peut comporter certains endroits, des passes qui peuvent se créer et peuvent être facilement emportées dans la montée des eaux. Et donc tous ces bons conseils et également les prévisions, les dernières infos, vous pouvez les retrouver sur le site de la préfecture des Yvelines qui s'affiche en bas de l'écran, tout comme sur le site du SDIS 78. Merci lieutenant-colonel Petitjean d'avoir été avec nous. Merci. Je le rappelle, chef du groupement opération au SDIS 78. On reprend le cours normal de ce journal. Le mouvement, on en a parlé tout à l'heure, est devenu l'an passé la première force politique législative dans les Yvelines. C'est La République En Marche. Une députée de La République En Marche, Aurore Berger, organisait également sa cérémonie de vœux. On en a également parlé. Je passe à autre chose. Le budget 2018 qui a été validé par le Conseil départemental des Yvelines. Les élus l'ont voté en séance vendredi dernier à Versailles. Un budget primitif qui s'élève à 1,4 milliard d'euros, dont une enveloppe de près de 400 millions d'euros pour des projets d'investissement. Le département s'est fixé un objectif, baisser les impôts locaux d'ici 2021. Explication au micro de Maxime Lemaine pour le Conseil départemental des Yvelines. Ce qu'on retient de ce budget, c'est qu'on a fait tous des efforts. Les contribuables qui ont fait un effort très violent lorsque l'État s'est brutalement désengagé. Je rappelle que nous sommes le département unique en France où l'État a supprimé 90% de son aide principale, qui est la dotation globale de fonctionnement, 135 millions d'euros, que cette décision brutale nous a obligés à une augmentation brutale de l'impôt, mais que la maîtrise de nos dépenses de fonctionnement, tout en accroissant l'investissement, nous permettra à court terme de rendre aux Yvelinois une partie de cet effort. Politique toujours, la Fédération des Yvelines du Front National recevait hier dimanche Jean Messia. C'est le conseiller spécial de Marine Le Pen. En ligne de mire, la refondation du parti. Les équipes souhaitent comprendre les derniers échecs lors des élections présidentielles et législatives. Ils ont donné pour cela hier la parole à leurs électeurs. Reportage de Nicolas Dandry et Léa Rège. Une part de galette des rois pour évoquer l'avenir du Front National. C'est ce qui était organisé dimanche dernier à Coignères. La Fédération FN des Yvelines recevait le conseiller spécial de Marine Le Pen, Jean Messia, dans le cadre de sa mission d'ambassadeur de la refondation. Vous savez, la refondation, c'est pas simplement de venir faire des critiques. Marine a voulu que ça soit une entreprise extrêmement ambitieuse où les gens non seulement font des critiques sur ce qui ne fonctionne pas, mais soient capables aussi d'apporter des propositions pour les améliorer, parce que sinon c'est trop facile. Autour de Jean Messia, de jeunes personnalités du parti étaient présentes, comme Mathilde Androuet, la responsable départementale. L'occasion d'évoquer les points primordiaux au bon fonctionnement du parti. Évidemment, ils ont partagé avec un bon nombre de Français la déception du débat présidentiel, accusant donc pour eux un manque de technicité. Donc là, ils ont des vraies attentes sur des experts. On a connu depuis ces 4-5 dernières années une croissance exponentielle en termes de suffrage, en termes d'adhésion à nos idées. Mais il est absolument nécessaire de professionnaliser toutes nos équipes. Après des mois difficiles, le Front National ne cesse de vouloir rebondir. En ligne de mire, notamment les élections européennes en 2019, puis les municipales en 2020. Pour rappel, c'est dans les Yvelines, à Mantes-la-Ville, que le FN détient sa seule municipalité d'Île-de-France. Comme chaque fin de mois sur TV78, le dossier de la rédaction. Cette semaine, nous vous proposons des reportages sur la culture urbaine dans le département. On débute ce soir en musique avec un artiste originaire de Trappes. Abou a commencé en faisant du rap, puis a développé son propre style musical, l'afripop. Il prépare d'ailleurs son prochain album intitulé Afripop Spirit. Nicolas Dandry est allé à sa rencontre dans son studio. Faire penser en faisant danser, c'est l'esprit des compositions d'Abou. Cet artiste yvelinois de 42 ans, originaire de Trappes, prépare son prochain album Afripop Spirit. Dans son studio, il travaille sur un morceau en particulier, Bamako Boss.
Après avoir composé la musique et écrit son texte, Abou peut commencer à enregistrer. C'est le 3e couplet de la chanson. Et c'est parti dans la cabine. Si la go t'a pris, t'a jeté, c'est peut-être que toi-même tu as fauté. Non, faut pas faire ça, taper la doudou, sinon le vieux peut te botter. En réalité, les go, ce sont les boss. Si tu as le doute, montre-moi comment tu peux accoucher. Boss, Bamako boss, boss. Grâce à son studio 223, Abou peut procéder au mixage, place ensuite à la première écoute. Et donc là, je vais vous faire écouter, donc après le travail justement de mix, qu'est-ce que cela donne avant le mastering. Ses tonalités, ses textes, sa rythmique caractérisent son style, l'afri-pop, un genre musical développé depuis 2001. En 2007, il sort son premier EP, le nouveau souffle de l'afri-pop. En 2010, son premier album Afri-Pop Color avec un slogan. Une musique qui te ressemble, rassemble et à rien ne ressemble. Sachant que l'idée, c'est vraiment essayer de rassembler les personnes, rassembler les peuples, rassembler les personnes surtout qui ont, au-delà de ta couleur de peau, ta classe sociale et ta religion, c'est en fait une couleur d'esprit qui nous rassemble avec des valeurs. C'est vraiment un mélange entre la world music et la musique urbaine. À savoir que moi, je chante en fait en français et en bambara, qui est une langue du Mali, sur des beats parfois qui sont hip-hop, d'autres fois un peu plus salsa. Donc c'est vraiment un mélange entre world music et musique urbaine. Abou peut s'inspirer de rythmes à partir d'une musique pour ensuite ajouter sa patte. Elle m'avait ambiancé, elle me rend fou, elle me rend doux, je ressens tout, elle l'inviter à danser. Elle m'avait ambiancé. Je peux vraiment être dans mon laboratoire à faire un petit peu tout et ensuite envoyer ce que moi j'ai envie de faire entendre de ma propre création sans que quelqu'un y a rajouté quoi que ce soit qui dénature un peu ce que j'ai envie de vous présenter. L'afri-pop, c'est aussi aider des jeunes à développer leur projet musical. Ce soir, Abou reçoit Tsitsi, rappeur d'Elancourt. Le travail va durer une partie de la soirée. En ces temps d'hiver où l'on parle bien sûr de mauvais temps, mais vous avez aussi entendu tout à l'heure en début de ce journal d'inondation, il se peut que vous ayez le moral dans les chaussettes. Alors pourquoi pas vous tourner vers la calinothérapie. Pour en parler avec moi sur ce plateau, nouvelle invitée, Hélène Levent. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la créatrice du site Caline Attitude. Alors vous êtes yvelinoise, vous vivez près d'Oudan. Alors Caline Attitude, c'est le premier site français de mise en relation de personnes pour des séances de calinothérapie rémunérées. Alors juste avant de présenter ce site, si on parle un peu de votre parcours, vous étiez dans le domaine de la sécurité nucléaire avant de vous orienter vers la naturopathie. Pourquoi ce changement de voie? Qu'est-ce qui vous a donné envie de changer de voie? Tout à fait. Donc, ça faisait un petit moment que j'étais dans le nucléaire et une opportunité s'est proposée à moi pour justement travailler dans la naturopathie. Donc, je suis donc en formation de reconversion depuis 2 ans et je me suis également intéressée donc, aux bienfaits de la calinothérapie en parallèle. Et alors, vous vous êtes intéressé donc au câlin. Pourquoi le câlin, justement? Alors, parce que ça a de nombreux bienfaits. Donc, notamment, ça libère donc, l'ocytocine, qui est une hormone du bien-être. Ça nous permet de nous renouer à nos émotions, de rebooster le système immunitaire et c'est un anti-stress naturel. Donc plein de bienfaits pour le câlin. L'envie de créer ce site de calinothérapie rémunérée, l'idée, elle vous est venue comment? Alors c'était suite à un reportage. J'ai vu que c'était beaucoup développé dans nos pays voisins. Donc je me suis un peu renseignée en France. Il existe des bars à câlin ou des ateliers de calinothérapie, mais pas encore de site de mise en relation. Donc pourquoi pas mettre ces personnes souhaitant bénéficier des bienfaits des câlins en relation entre elles. Vous l'avez dit, c'est développé dans d'autres pays, notamment en Amérique du Nord, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça, et du coup, le concept, vous avez eu envie de l'exporter en France. Tout à fait. Alors, vous avez parlé des bienfaits des câlins. Alors, ce site propose de la calinothérapie rémunérée. Quand on pense câlin, au mouvement aussi des free hugs, ces gens dans la rue qui ont pu proposer des câlins aux personnes qui étaient peut-être en manque d'affection. Là, pourquoi le proposer sous formule rémunérée, justement ? Parce que le câlineur, en fin de compte, va proposer un service, donc qui se fait rémunérer du fait que ça sort hors du contexte familial ou autre. Et qui sont-ils justement ces personnes qui vont proposer des câlins? Alors ça peut être tout le monde, à partir du moment que la personne soit majeure, sans limite d'âge, avec bienveillance, tout le monde peut s'inscrire. Donc, pour offrir ces services de calinothérapie, mais nous, de l'autre côté, aussi, les personnes qui sont en manque d'infection peuvent aussi prendre contact avec ces personnes. Tout à fait. Dans ce cas-là, ils auront le profil de câliné.
Alors, une question peut-être un petit peu taboue, je ne sais pas, mais ça peut prêter à confusion, la calinothérapie rémunérée. On peut penser à d'autres choses, des formes de proxénétisme peut-être. Qu'est-ce que vous répondez, vous, à ça? Est-ce que c'est des jugements qu'on a pu vous faire à la création de ce site? Alors moi, je partirais du sens que déjà la seule dérive probable, c'est que le site se transforme en site de rencontre, d'une part, et d'autre part, moi j'insiste bien sur le fait du mot câlin, donc c'est uniquement prendre une personne dans ses bras et le réconforter, voilà. Vraiment toujours en bienveillance. Alors sur le fonctionnement du site, vous en avez dit 2 mots concrètement. Comment ça fonctionne? Comment fonctionne ce site Câline Attitude? Alors le système est assez simple. Donc vous avez le choix entre 2 profils, donc câlineur ou câliné, sachant que le câlineur propose donc une séance de câlinothérapie et le câliné va se faire câliner. Vous avez une fiche profil à renseigner, donc un pseudo, votre âge, votre ville, un petit descriptif sur vous, une photo. Et ensuite, vous pouvez, à l'aide d'une recherche avancée, contacter d'autres profils, donc câlineurs ou câlinés, autour de vous. Et vous entrez en contact avec lui, à savoir donc, que l'adresse mail ne sera pas dévoilée sur le site. Et ensuite, il vous restera à convenir avec la personne d'un rendez-vous, du lieu, du tarif et du temps de la séance. Vous l'avez dit, câlineurs et câlinés. Est-ce que les tarifs des séances, justement, vont varier selon les câlineurs, ou est-ce qu'il y a une fourchette qui est établie par le site? Libre choix à eux. Voilà. Et donc du coup, c'est à la libre discrétion et du câlineur. On rappelle donc les bienfaits des câlins, vous en avez dit 2 mots. Anti-stress, ça libère l'ocytocine, vous l'avez dit. Ça brise aussi la solitude. On peut se sentir seul et avoir besoin d'affection. Tout à fait, voilà. Ça permet de nous renouer aux autres. Qu'est-ce que vous espérez de ce site? Il a été lancé il y a combien de temps? C'est tout nouveau, il y a 1 semaine à peine. Voilà. Et alors maintenant, le but, c'est de le développer, j'imagine. De le développer, voilà, de le faire connaître, et puis que les personnes s'intéressent vraiment à ça, qu'ils prennent plus en compte les jugements des autres, voilà, qu'ils fassent abstraction à tout ça et qu'ils viennent profiter des bienfaits de la câlinothérapie. Et justement, si vous êtes en manque d'affection ou que vous voulez au contraire donner de votre affection, vous pouvez vous rendre sur le site internet Câline Attitude qui s'affiche en bas de l'écran. Merci à vous, Hélène Levent, d'avoir été avec nous. Merci. Je rappelle, la créatrice de ce site câlineattitude.fr. Pardon. Le site, c'est Câline Attitude. Voilà. J'ai dit câlinothérapie, c'est bien câlineattitude.fr. Merci d'avoir été avec nous. Le sport, ou plus précisément l'e-sport maintenant, avec cette grande première à Versailles, habitué au conseil municipal ou aux cérémonies officielle, l'Hôtel de Ville a accueilli ce week-end un tournoi de jeux vidéo. Des centaines de joueurs se sont affrontés sur l'univers médiéval fantastique Hearthstone. Retour sur cet événement avec Mickaël Elmidoro et Nicolas Dandry. 32 ordinateurs, des écrans géants, l'hôtel de ville de Versailles s'est transformé en une salle d'arcade géante ce samedi 27 janvier. Au programme, une compétition du célèbre jeu médiéval fantastique Hearthstone, une discipline pratiquée par plus de 70 millions de joueurs à travers le monde. On a 9 héros différents. Le but, c'est de faire un deck, donc un paquet de 30 cartes. On réunit nos 30 meilleures cartes, on choisit le héros qu'on veut et on confronte notre héros au héros adverse. Et on va avoir un système de points de vie. La point de vie, c'est notre vie. Et le but, ça va être de mettre les points de vie adverses à 0. Pour ce premier rendez-vous d'e-sport à Versailles, 2 compétitions étaient organisées en parallèle. La première réunissait 8 des meilleurs joueurs de France, tous professionnels présélectionnés parmi plus de 1000 candidats. La seconde était ouverte à des joueurs amateurs. Nous, on considère que dans les jeux vidéo, les gens ont l'habitude d'être actifs devant leur écran. Et donc, on considère que quand ils viennent, c'est juste pour regarder les joueurs. Et ben, voilà, ils vont regarder 1 heure, ils vont regarder 2 heures, et puis bon, au bout d'un moment, ils vont repartir. Et donc, ce mix des deux fait que les joueurs jouent leur partie, regardent des parties de pro, jouent leur partie, et c'est souvent quelque chose qui marche très très bien. Amateurs ou professionnels, tous ont joué cette compétition intensément comme de véritables sportifs. Certains joueurs se sont entraînés pendant plusieurs semaines pour réaliser des performances sur ce rendez-vous. Il y a une intensité qui est mentale surtout, mais qui se répercute sur le physique. Et derrière, il faut aussi savoir entretenir son corps aussi. C'est pas le tout de jouer tout le temps sur le PC, il faut savoir aussi faire du sport à côté justement pour entretenir sa forme mentale et physique. Des sacrifices récompensés comme dans toutes les compétitions sportives. Le vainqueur chez les professionnels a remporté 1 000 € et des lots ont été distribués chez les amateurs. Une nouvelle édition pourrait être programmée à Versailles prochainement.
On se quitte sur ces images. Le centre Alfred de Vigny de Voisins-le Bretonneux organisait ce week-end le 9e rassemblement Warhammer. Il s'agit d'un jeu de bataille fantastique qui se joue avec des figurines organisées en armée et également donc des dés. Le but étant d'anéantir son adversaire lors d'une bataille. Samedi, des parties libres et des ateliers de peinture de personnages étaient au programme. Un rendez-vous organisé comme chaque année par le club Warhammer de Voisins-le Bretonneux. Des propos recueillis par Nicolas Dandry. Organiser un tel rassemblement permet d'unifier les jeunes qui viennent habituellement au centre Alfred de Vigny le samedi après-midi, de leur donner pour certains des responsabilités pour organiser un tel événement et de faire venir d'autres personnes qui ne connaissent pas forcément le monde du Warhammer ou de faire venir d'autres clubs qui viennent des villes voisines afin de les faire se rencontrer et puis éventuellement d'organiser de futurs événements. Voilà, c'est la fin de ce 7-8 journal. Merci de l'avoir suivi. Replay et reportage à retrouver sur notre site internet et notre application mobile TV78. Bonne soirée et excellente semaine à tous.